Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter pour entendre cette troisième conférence de l'instant Archéo. Dans des circonstances, vous l'avez compris, un peu particulières, hein, puisque là, je suis actuellement devant une salle vide. Ma collègue Florence Bailly est à la régie, et puis notre conférencier, Benjamin Clément, est sur un autre lieu. Bon, on a réussi à régler tout ça, donc je remercie au passage l'équipe technique de la MSHE d'avoir fait en sorte que cette conférence puisse se tenir. Alors, je vais présenter brièvement notre conférencier avant de lui passer la parole. Donc, Benjamin Clément a rejoint l'université de Franche-Comté finalement assez récemment, hein, puisqu'il est arrivé chez nous il y a un an à peu près. Comme maître de conférence en antiquité romaine. C'est un spécialiste des techniques et matériaux de construction antiques et plus précisément un spécialiste de l'architecture domestique antique. Il est l'auteur d'une thèse qui s'intitulait Construire et habiter à Lugdunum, qui portait sur les formes et évolutions de l'architecture domestique. Et donc, il a beaucoup travaillé jusqu'à présent sur la région lyonnaise. Alors, avant d'arriver comme enseignant-chercheur à l'université de Franche-Comté, il a travaillé pendant de nombreuses années dans le cadre de ce qu'on appelle l'archéologie préventive, hein. Il a été membre de la société Archéo du Nôm. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'il a travaillé sur un certain nombre de sites lyonnais ou de la région de Lyon. Et tout particulièrement, on peut mentionner le site de Sainte-Colombe, un quartier de Vienne. Alors Vienne, pas en Autriche, hein, mais Vienne dans la vallée du Rhône, qui a été détruit par incendie et qui a livré des niveaux très très bien conservés. Je pense qu'il évoquera sans doute ce site. Voilà. Actuellement, donc, il a un certain nombre de projets, de fouilles programmées, par exemple sur le théâtre romain de Fourvière à Lyon. Il est intervenu cette année sur le site bien connu des Villars d'Heria à côté de Saint-Claude. Voilà, et puis il a également des projets pour l'avenir avec notre équipe sur l'oppidum de Bibracte. Voilà, donc c'était pour vous présenter brièvement notre conférencier, et puis je vais à présent lui céder la parole pour une conférence qui, je l'espère, se déroulera sous les meilleurs auspices, et on va prier les dieux que la technique soit favorable ce soir. À toi, Benjamin. Merci Philippe, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr Philippe Barral, Florence Bailly et toute l'équipe de la MSHE de m'avoir invité à vous présenter ce soir une conférence sur les gestes et techniques des artisans de la construction en Gaule romaine, qui reprend grosso modo les travaux que j'ai menés au départ dans ma thèse et puis que je continue à mener depuis. Et comme Philippe le soulignait, j'en profiterai pour présenter brièvement le site de Sainte-Colombe qui justement a livré des architectures particulièrement bien préservées et qui permet donc d'analyser un petit peu comment sont constitués ces édifices domestiques antiques en Gaule, puisque forcément les architectures gauloises, même si souvent on essaye de les faire calquer avec ce qu'il existe en Italie, ont forcément des particularités, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir. Alors, premièrement, pour analyser des maçonneries, en tout cas pour comprendre plutôt et restituer les gestes et les techniques des artisans, le seul élément qu'on a en main, nous archéologues, c'est l'analyse des maçonneries qui sont découvertes lors des fouilles archéologiques. C'est souvent donc le seul moyen d'observer les savoir-faire des ouvriers de la construction antique, en Italie comme dans les provinces de l'Empire. Et donc c'est à travers les matériaux qui les composent, leur agencement, leur degré de finition,
ou encore les vestiges ténus du travail sur le chantier, qu'il est possible de tirer des informations sur les artisans eux-mêmes, mais également sur l'organisation d'une industrie complexe, plurielle, qui nécessite l'interaction d'acteurs indépendants. On peut citer par exemple les carriers, les briquetiers, les bûcherons, les maçons, les terrassiers, les bouviers, qui travaillent tous ensemble au service de l'édification des paysages urbains de l'Occident antique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà juste du mur et de la maçonnerie et d'aller essayer de restituer des informations aussi bien sociologiques, économiques, mais également aussi architecturales et urbanistiques à partir de ces analyses de maçonnerie. Alors, hop, voilà, comme ça fonctionne. Juste rapidement, un bref historique des recherches sur cette question pour remettre un petit peu dans le contexte le travail qui va vous être présenté ce soir. Les premières vraies recherches, on va dire, sur les techniques et les matériaux de construction commencent finalement assez récemment, à peu près dans les années 50, avec des ouvrages encyclopédiques sur la construction qui sont édités au départ par Mary-Elizabeth Blake, rapidement suivi par Giorgio Lugli, qui travaillent eux essentiellement sur la région italienne, sur Rome et sa région, et qui ont permis donc de proposer des ouvrages encyclopédiques avec un point de vue méthodologique extrêmement bien développé, abordant la construction romaine avec un angle d'attaque assez technique souvent, qui met en regard un catalogue d'édifices, souvent assez bien datés, avec les matériaux et les techniques qui ont permis de les édifier. Cette approche, elle a été ensuite poursuivie par un archéologue et architecte français très connu, Jean-Pierre Adam, qui a produit un ouvrage qui fait toujours référence aujourd'hui, La construction romaine. Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Adam donc, montre la complexité et la richesse des techniques de construction employées en Italie. Le problème, c'est que son ouvrage traite exclusivement, et comme les ouvrages précédents, du monde italien, et quelquefois, et même assez souvent, il est difficile de calquer ou d'utiliser les données qui sont proposées pour essayer de comprendre les architectures en Gaule, et notamment les architectures domestiques, qui forcément font appel à des matériaux et à des techniques différentes des édifices publics. Une deuxième vague, elle, si on peut dire ça comme ça, menée par Filippo Quarelli et Mario Torelli, deux archéologues italiens, a commencé à développer dans les années 80 une approche beaucoup plus historique et socio-économique de la construction, notamment à partir de la diffusion d'une technique de construction spécifique, l'opus reticulatum, que vous avez présenté sur la diapositive. Et pour ces deux auteurs, le développement et la diffusion de cette technique de construction qui fait appel à des moellons qui sont équarris avec une forme spécifique, en tout cas participe à une évolution de la construction, à une organisation beaucoup plus intense et complexe de la construction, destinée à construire beaucoup plus vite et à faire intervenir des acteurs forcément moins formés que sur d'autres techniques, notamment l'opus incertum, qui nécessite l'intervention de maçons beaucoup plus à même d'agencer des moellons qui ne sont pas même parfaitement équarris. Donc cette approche nouvelle finalement ouvre vers un aspect plus socio-économique de la construction, et cette deuxième vague va être poursuivie par les travaux menés notamment par Janet Delane sur les termes de Caracalla. Janet Delane va poser les bases d'une nouvelle approche de la construction fondée sur l'analyse d'un côté précise des techniques et des matériaux de construction, dans le but d'apporter des informations sur la nature du chantier, sur son approvisionnement, son déroulement, sur les forces en présence, sur les coûts engagés pour la construction. Elle poursuit ses recherches sur l'ensemble de la ville de Rome, mais également sur la ville d'Ostie, et elle va réussir à dresser une image précise du nombre et de l'importance des artisans de la construction dans ces deux villes. Son approche globale permet de confronter différents domaines de recherche, avec bien sûr au départ l'archéologie du bâti, l'analyse des matériaux, mais également les recherches historiques, notamment sur les corporations, sur les droits de la construction par exemple, des recherches historiques également sur la main-d'œuvre en Italie, ou encore plutôt économiques sur l'industrie de la brique à Rome. À travers cette analyse globale qui fait appel à différentes disciplines, à différentes sciences, elle arrive à restituer
le rôle des différents intervenants sur les chantiers, avec bien sûr l'architecte en premier, le gestionnaire de construction, le rédempteur, et puis les ouvriers eux-mêmes, les fabris. Elle travaille également sur l'identification de ces constructeurs, et elle montre le recours à une main-d'œuvre plutôt libre que servile. Elle traite également du rôle des collèges, notamment le collège des Fabri Tignari, dont on reparlera lors de cette conférence, et leur investissement dans les chantiers de construction, mais également leur rapport avec les édiles de la ville de Rome. Et nous, on verra aussi qu'on a finalement des comparaisons intéressantes avec les personnages les plus importants des colonies de Lyon et Vienne et leur rapport avec les artisans de la construction. Cette approche, elle a été reprise plus récemment par les travaux d'Hélène de Sales en France, notamment sur le château d'Odostie ou la construction domestique à Pompéi. Et les travaux que j'ai menés donc sur Lyon et puis plus récemment sur Vienne sont bien sûr inspirés des recherches menées par ces deux chercheuses, mais on change cette fois-ci de cadre géographique, puisque l'intérêt est donc d'essayer de voir si cette méthode appliquée sur l'Italie, avec des architectures bien préservées, avec un secteur où on a beaucoup de textes, beaucoup d'inscriptions également, et s'il est possible, à partir d'une ville comme Lyon et comme Vienne, d'arriver finalement à des résultats aussi intéressants et de comparer ces résultats. Alors, très rapidement, les villes de Lyon et de Vienne sont donc deux colonies romaines situées dans la moyenne vallée du Rhône. Lyon à la confluence du Rhône et de la Saône, Vienne à la confluence de l'Isère et de la Gers. Deux colonies romaines séparées d'à peine 30 km, au nord Lyon situé en Gaule lyonnaise et au sud Vienne située en Gaule narbonnaise. Alors cette conférence portera de manière plus détaillée sur Lyon, notamment au niveau de l'organisation des artisans de la construction, et Vienne servira plutôt d'exemple ici pour percevoir les différentes techniques et les gestes des artisans, notamment concernant l'architecture en terre. On se rapproche un petit peu plus de la ville de Lyon en elle-même. Un zoom donc sur cette colonie romaine qui est installée en 43 avant Jésus-Christ par Lucius Minatus Plancus au sommet d'une colline qui domine la Saône, la colline de Fourvière, et qui se développe très rapidement sur la presqu'île, qui est nommée les quartiers des Canabailles, avec un pagus situé à côté sur la colline de la Croix-Rousse, le pagus de Condat, qui va finalement être intégré à l'ère urbaine de Lyon, mais qui conserve un statut un petit peu différent et reçoit surtout le sanctuaire confédéral des Trois Gaules, édifice extrêmement important qui fait que Lyon prend généralement le statut de capitale de toutes les Gaules, des Trois Gaules en tout cas, même si en tout cas au niveau textuel on n'en a pas de traces précises. Au niveau géologique, et c'est là qu'il est intéressant de comparer l'analyse des architectures avec l'analyse des sous-sols, puisque forcément il faut des matériaux pour construire les édifices. Lyon livre un sous-sol assez riche et assez diversifié qui va permettre justement d'édifier toute la ville au cours de ces 4 siècles, en tout cas pour les 4 siècles concernant l'Antiquité. Au départ, Lyon est constitué donc d'un socle rocheux, le socle cristallin. On est en tout cas sur les abords du Massif central, et donc on retrouve des gisements de roches parfois granitiques, parfois de gneiss, qui vont apparaître le long du défilé ici de Pierre-Cise, qu'on appelle le défilé de Pierre-Cise, sous la forme de falaises, mais qui sont également présentes dans la plaine de Vèze, une ancienne plaine alluviale située au nord de la ville romaine. Autre installation, on a les restes du glacier Vermien avec des couches morainiques qui sont présentes sur les collines, bien sûr, de Fourvière et sur les collines de la Croix-Rousse, couches morainiques qui vont permettre de livrer des matériaux différents, des galets pour la construction, que ce soit pour les murs ou pour les radiers des sols, mais également des sables qui vont servir à la réalisation notamment des mortiers. Et puis ensuite viennent se déposer au sommet notamment de la colline de Fourvière, des dépôts leuciques, c'est-à-dire donc des leusses, des limons très fins, compacts, qui eux vont être utilisés notamment pour la fabrication des briques crues. On retrouve également des dépôts alluviaux, notamment dans la plaine de Vèze, qui vont aussi être utilisés pour la constitution des briques crues et des différentes argiles utilisées pour la construction. Alors, comment va se dérouler cette présentation? On va essayer de travailler par différents groupes de métiers ou corps de métiers, et on va commencer tout de suite notamment par un corps de métier qui n'intervient pas directement dans la construction, mais dont les productions sont utilisées très précocement à Lyon pour la construction.
Ce premier groupe d'artisans, ce sont les tuiliers et les briquetiers, ceux qui vont produire donc tous les matériaux en terre cuite qui vont être utilisés aussi bien pour la couverture des édifices que pour l'édification de certaines maçonneries ou de certaines structures spécifiques, notamment les structures de chauffage. Et en tout cas, mes recherches ont débuté notamment avec l'analyse des tuiles en terre cuite, puis ensuite des briques. La particularité de Lyon, et de Vienne également, mais surtout de Lyon, c'est que ces matériaux de construction apparaissent très précocement, avant la fondation des villes romaines, dès l'occupation gauloise, en tout cas la fin de l'occupation gauloise, dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, puis pendant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et finalement, cette production va se poursuivre et se continuer avec la fondation de ces 2 colonies romaines au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors pour analyser ces matériaux, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette analyse, qui serait un petit peu trop long dans le cadre de cette conférence, mais il a fallu en tout cas définir certains critères qui sont présentés ici, notamment les dimensions bien sûr générales des matériaux, mais surtout une analyse précise des rebords de ces fameuses tuiles plates, les tigulae, en tout cas analyse du rebord sur sa forme, ses dimensions, mais également analyse des encoches qui permettent donc que les tuiles puissent s'emboîter les unes avec les autres, et c'est surtout la comparaison des critères des rebords et des encoches qui permet de percevoir une évolution typologique qui va permettre de saisir 2 choses, déjà qui va permettre de dater ces matériaux, mais surtout de percevoir une certaine homogénéité dans leur évolution au sein de la colonie. Et on va pouvoir justement comparer l'homogénéité de cette évolution avec les argiles qui composent ces briques, et c'est ce qui va nous permettre de réfléchir à un niveau un peu plus large sur cette industrie de la construction. Alors, cette analyse métrologique, cette analyse typologique, elle a permis de mettre en place une typochronologie qui est représentée ici avec une évolution des tuiles en différents groupes nommés par des lettres qui débutent au milieu, ou en tout cas dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui se poursuit au moins jusqu'à la fin du IIIe, au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les tuiles disparaissent après cette date-là, c'est plutôt que les tuiles se concentrent en tout cas sur le Haut Empire et le début du Bas Empire, et donc on se concentre sur cette partie-là. L'analyse typologique, elle a été couplée systématiquement à une analyse macroscopique des pâtes, donc de l'argile qui constitue ces matériaux de construction, et on remarque également une évolution constante des argiles qui sont employées, évolution sur laquelle on va revenir un petit peu après, puisque celle-ci paraît assez linéaire, et en fait on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus diversifiée que ce qui est présenté ici. L'analyse concerne aussi les briques. Bon, les briques sont des matériaux beaucoup plus simples, beaucoup moins techniques, finalement un rectangle d'argile moulé et cuit, et donc l'analyse elle se concentre essentiellement sur les longueurs, les largeurs et l'épaisseur, un petit peu les marques de tâcherons qui peuvent être présentes, mais également sur une analyse macroscopique des pâtes. De la même manière que les tuiles, on remarque une évolution dans les modules, évolution finalement assez légère, mais quand même constante, avec au départ une augmentation des dimensions pour revenir à une diminution des dimensions dans le temps, évolution qui est de nouveau comparée avec l'évolution de l'argile employée pour fabriquer ces briques, et la corrélation des 2 critères permet de créer cette typochronologie qui est assez efficace et fonctionnelle sur la colonie de Lyon. Au-delà de la typologie, qui finalement nous intéresse moins dans notre propos aujourd'hui, ce qui est plutôt pertinent ici, c'est l'analyse des pâtes de ces matériaux de construction. Et on se rend compte, en fait, que si on enlève la période tardo-républicaine, ou en tout cas la fin de l'Athènes finale, qu'à partir de la fondation coloniale, et pendant tout le 1er siècle après Jésus-Christ, on a une typologie qui évolue légèrement, mais avec une grande homogénéité sur tous les sites fouillés à Lyon. En revanche, on a des argiles, en tout cas également, on a l'utilisation de pâtes et d'argiles qui sont assez homogènes, d'argiles grossières, que vous avez présenté à gauche de l'écran, avec grosso modo 2 groupes qui sont présents. Un groupe qui est caractérisé par la présence, ce qu'on appelle donc d'incuit, de chamotte peut-être, d'argile réinsérée dans la pâte, un groupe assez grossier, et un second groupe également très grossier qui est caractérisé par la présence de petits nodules ferrugineux à l'intérieur des pâtes. Donc on a finalement une évolution typologique des matériaux à l'échelle de la ville pendant un siècle. En revanche, au niveau
des pâtes et donc des approvisionnements, on semble avoir une certaine homogénéité, ce qui laisserait supposer que les approvisionnements de la colonie de Lyon, mais également de la colonie de Vienne, puisque les typologies et les argiles sont assez similaires entre les deux villes, en tout cas est associé, on ne peut pas dire à un seul atelier, mais plutôt peut-être à un groupe d'ateliers assez restreint qui serait situé dans les environs peut-être immédiats de la colonie. En revanche, on observe une réelle rupture à partir de la fin du 1er siècle. Elle débute en tout cas au cours de l'époque flavienne, mais plutôt à partir de la fin du 1er siècle. Rupture qui va passer par différents aspects. Le premier, c'est une diversification massive des argiles qui sont observées sur des tuiles qui présentent pourtant une seule et même typologie, ce qui indique qu'à partir de cette période-là, on a une modification de l'économie des tuiliers avec une diversification des ateliers qui doivent être situés d'après les différents types d'argile dans des secteurs géographiques assez divers, assez variés, différents, et qui vont donc approvisionner la ville à un moment donné où sans doute on assiste à un boom de construction assez important. Donc cette diversité, elle est présentée ici avec, par exemple, 6 groupes de pâtes différentes, mais on en a beaucoup plus. Et cette diversité, elle vient de concert également avec l'apparition sur ces matériaux de construction des premières estampilles, c'est-à-dire des marques qui permettent de rattacher une brique à un atelier. Alors à Lyon, pour l'instant, on a une quinzaine d'ateliers qui ont été repérés d'après les estampilles, qui viennent donc en même temps compléter cette diversité des argiles utilisées. On a donc des ateliers qu'on pourrait appeler privés, avec notamment l'atelier Clarianus, qui est un des ateliers extrêmement connus dans la vallée du Rhône, d'autres ateliers également qu'on retrouve à Lyon et hors de Lyon, ou à Lyon et Vienne et hors de ces deux villes, Nébrigiac, Viriorum, Caius, Virus et Orbici ou Clementis, les Andéfix avec les Segundus Rufus également, qui sont assez connus et qui correspondent parfois à des pâtes observées dans la colonie sur d'autres matériaux et qui parfois correspondent à des pâtes plutôt uniques dans la colonie. Au-delà de l'apparition de ces estampilles, on observe aussi une évolution métrologique dans les matériaux, aussi bien pour les tuiles que pour les briques, c'est-à-dire qu'on a finalement un changement radical dans le pied qui va être utilisé pour fabriquer ces matériaux. Jusqu'à la fin du 1er siècle, les briques, en tout cas surtout les tuiles, elles sont constituées, en tout cas elles sont produites en utilisant un pied autour de 31,5 cm, chiffre qui se rapproche de la mesure du pied gaulois. Est-ce que cette mesure est liée à l'ancienneté de la production à Lyon? Pourquoi pas, en tout cas c'est une hypothèse qui peut être proposée. En revanche, à partir de la fin du 1er siècle, le module des tuiles change et cette fois-ci, on est sur l'utilisation d'un pied plus proche du pied romain, autour de 30 cm à peu près, et qui s'accorde parfaitement avec les autres productions gauloises qui utilisent déjà ce pied à partir de l'époque augustienne. Donc, tous ces éléments associés montrent qu'on a donc une véritable réorganisation de ce secteur économique avec, à partir de la fin du 1er siècle, une diversification très importante des ateliers de tuiliers, peut-être une augmentation aussi importante des ateliers de tuiliers. Reste à savoir à qui appartenaient ces ateliers. Les estampilles nous donnent quelques noms, mais malheureusement, on connaît finalement assez peu d'ateliers dans la région lyonnaise. Ces quelques ateliers connus, vous les avez représentés sur la carte qui est à l'écran. Ils ont été recensés par une collègue, Caroline Chamou, à l'occasion de travaux de master à la fin des années 2010. Et cette carte, qui a été complétée depuis, montre finalement 2 groupes d'ateliers. Un premier groupe situé aux alentours immédiats de Lyon, si on enlève l'atelier ici de Messimy qui est beaucoup plus précoce et qui correspondrait à des productions plutôt du 1er siècle après Jésus-Christ. En revanche, ce qu'il semble apparaître, c'est qu'à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, au moment où justement on a une diversification des pâtes dans la colonie, on a une multiplication des ateliers qui commencent à se développer en différents points aux abords du territoire colonial de Lyon et de Vienne. Ces groupes d'ateliers se développent systématiquement soit le long des axes de communication fluviaux, le long du Rhône par exemple,
en tout cas soit au sud de Lyon, soit à l'est de Lyon, ou alors le long des voies de communication importantes qui permettaient donc bien sûr d'acheminer les productions directement dans les deux colonies. Autre point important, c'est qu'il se développe dans des secteurs propices pour la production à grande échelle de matériaux de construction, avec la présence bien sûr de bancs d'argile, mais surtout de bois en grande quantité qui est nécessaire au fonctionnement et à la combustion des matériaux. Ça nous donne donc finalement l'impression qu'on a une organisation de la production avec au départ une production qui se fait sur un circuit court, c'est-à-dire qu'on vient chercher les terres cuites architecturales à proximité immédiate de la colonie, au moins en tout cas pendant le premier siècle de son existence. Et puis au fur et à mesure, et notamment à partir de la fin du premier siècle, on a une évolution de cette économie avec une diversification des ateliers qui se déplacent, qui viennent s'installer dans des zones peut-être plus propices à des productions de masse et qui vont être importés par voie fluviale sans doute jusqu'à la colonie de Lyon. Cette organisation, elle fait justement écho à ce qui a été mis en évidence notamment pour la ville de Rome, des travaux qui ont été menés par Graham puis ensuite par Bukowiecki, où pour Rome, l'avantage c'est qu'on a énormément d'estampilles, en tout cas les briques sont généralement estampillées, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations quant à l'organisation de cet artisanat. Et ce qui apparaît, c'est que pour l'approvisionnement de l'ours en terre cuite, on a de la même manière une sorte de chapelet d'ateliers qui sont dispatchés sur le territoire de la ville de Rome, le long des axes de communication essentiels, notamment le long du Tibre ou de ses affluents. Et cet ensemble d'ateliers produit des matériaux qui sont acheminés directement par voie fluviale jusqu'à la ville. La question se pose ici de savoir si ces matériaux sont acheminés directement sur les chantiers de construction ou alors si on a des intermédiaires qui participent à cet approvisionnement. Et il s'avère que les estampilles sont extrêmement utiles pour répondre à cette question, puisque on a des estampilles qui mentionnent directement des ports auxquels doivent être livrés les matériaux, ce qui veut dire qu'on a une production en atelier qui sont commandés directement depuis sans doute un négociant qui est situé dans un port précis de la ville de Rome, mais on a également des estampilles qui mentionnent directement le nom d'un négociant cette fois-ci, qui doit commander quasiment en tout cas la production d'un atelier précis, et cette production est donc livrée à Rome ensuite par bateau. On a donc, à travers ces documents, la certitude qu'on a des marchands, des négociants qui sont spécialisés dans le commerce de ces matériaux, qui doivent sans doute les acheter en gros auprès des différents ateliers qui fournissent la ville, les stocker sans doute dans des entrepôts spécifiques avant de les redistribuer sur les chantiers de construction. Cette hypothèse, elle est de nouveau vérifiée par l'archéologie et surtout par les estampilles, notamment grâce aux fouilles qui ont été menées par l'école française de Rome sur le site de la Vigna Barberini. Au moment de la fouille d'une plateforme monumentale située sur les pentes du Palatin, ont été découverts donc toute une série d'estampilles sur les briques qui constituent donc les maçonneries de cette plateforme, et sur les estampilles qui sont présentes, on retrouve essentiellement des estampilles datées de la période antonine, alors que la plateforme en elle-même date du règne d'Elagabal. En tout cas, les données stratigraphiques et archéologiques permettent de la dater du règne d'Elagabal, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-siècle après le moment où les matériaux de construction ont été produits. Cette donnée-là nous permet en fait aussi de proposer que ces matériaux qui sont produits, acheminés à Rome dans des entrepôts, peuvent être conservés, stockés pendant un laps de temps parfois assez long, plus d'un demi-siècle, avant d'être redistribués sur les chantiers de construction. Ce phénomène est également bien observé, notamment à Ostie, où pour certains édifices, on remarque justement ce laps de temps entre les estampilles et la construction du bâtiment. Également, sur certains édifices, on se rend compte que on a une diversité extrêmement importante, parfois jusqu'à 100 ateliers différents mentionnés pour un seul bâtiment, qui montre également ce système donc de négociants qui achètent en gros, stockent et redistribuent ensuite de manière aléatoire sur les chantiers de construction. Ce système-là, on pourrait se poser la question
qui fonctionne donc pour Rome, se posait la question de savoir s'il fonctionne également pour la colonie romaine de Lyon et pour la colonie romaine de Vienne. En tout cas, l'emplacement des ateliers, lui, permet justement, c'est-à-dire ces ateliers de tuiliers qui ont été observés dans le territoire colonial, le long des cours d'eau, permet de supposer un acheminement de la même manière que pour Rome à partir des voies fluviales. Cet acheminement devait se faire à l'aide de chalands, de bateaux, qui devaient remonter donc les différents cours d'eau, bateaux qu'on appelle en latin des vintresses, qui sont des barges à fond plat, assez étroites, allongées, et qui sont donc destinées à naviguer sur des eaux peu profondes. Et elles devaient donc se charger du transport, comme cela est représenté notamment sur la base de la statue du Tibre conservée au Louvre ou sur le relief à l'écran des carrières d'Aigues, où on remarque le transport de matériaux par voie fluviale. À Lyon, les fouilles récentes ont permis de mettre en évidence ce type d'embarcation, à Arles aussi notamment d'ailleurs. Sur les fouilles donc, du parking Saint-Georges à Lyon, au pied de la colline de Fourvière, plusieurs épaves de barques datées de la seconde moitié du 1er siècle au début du 3e siècle ont été mises au jour. Et on peut supposer que ce type d'embarcation a été utilisé au moins pour acheminer les matériaux de construction jusque dans la colonie. Que ce soit les briques d'ailleurs, les tuiles, les sacs de chaux, les blocs d'architecture, voire même pourquoi pas des moellons jusqu'à la colonie. Une fois arrivé dans la colonie, il faut bien redistribuer ces matériaux. Et la question donc se pose de savoir si on est sur le même dispositif que ce qui a pu être mis en évidence à Rome, c'est-à-dire l'existence de marchands, de ports et d'entrepôts, ou si au contraire on est sur un système beaucoup plus simple où en tout cas les architectes ou les propriétaires d'une parcelle à construire commandaient directement leurs matériaux auprès d'un atelier pour les livrer ensuite sur le chantier. Malheureusement pour nous, pour Lyon, la connaissance des berges avec les constructions du 19e siècle, du 18e et du 19e siècle est assez lacunaire. En revanche, ce qu'il semble apparaître, c'est qu'on n'aurait pas un grand port fluvial, mais plutôt un chapelet d'entrepôts et de débarcadères, de la même manière que ce qui existe à Rome, qui aurait pu être donc destiné à recevoir ces matériaux. Plusieurs entrepôts sont connus, et on peut donc tout à fait imaginer qu'ils étaient destinés à recevoir et à stocker ces tuiles. Ensuite, ces matériaux étaient donc déployés sur les différents chantiers de construction au gré des plans d'urbanisme de la colonie, et ils devaient être donc transportés à l'aide d'attelages, sans doute de chars à bœufs. On restitue généralement pour le transport assuré par la corporation des Vectores, donc pour une charge à pied 50 kg par personne, ce qui est quand même déjà pas mal pour gravir les 150 mètres de la colline de Fourvière depuis les berges de la Saône, mais sans doute plutôt des chars à bœufs avec des charges comprises entre 350 et 500 kg, ce qui devait permettre donc d'alimenter les chantiers à partir des entrepôts, en tout cas au moins à partir des bateaux, voire à partir des entrepôts. Comme pour Rome, l'analyse des estampilles nous permet de proposer l'existence en tout cas de marchands, de négociants qui faisaient l'intermédiaire entre les chantiers et les ateliers de production. Deux cas de figure, le premier dans un édifice public, les thermes publics de la rue des Farges, où ont été mis en évidence dans la deuxième phase de construction l'utilisation de briques qui portent des estampilles provenant d'au moins 3 ateliers différents. L'atelier de Carianus, l'atelier officiel de la colonie, avec l'appellation de la colonie, la Colonia Copia Claudia Augusta Lugudunum, et un troisième atelier, l'atelier de Viriorum, ce qui laisse supposer que les constructeurs ici ont fait appel à un négociant qui a sans doute fourni des matériaux sans forcément faire attention à l'atelier qui les avait produits au départ. Même cas de figure dans un contexte privé cette fois-ci, une domus qui a été fouillée sur les pentes nord de la colline de Fourvière, la maison dite à lit de briques, qui a livré pas moins de 4 estampilles différentes utilisées soit pour les toitures, soit pour les briques de maçonnerie, ce qui laisse supposer ici aussi que ce système, aussi bien pour les briques que pour les tuiles, peut être appliqué à la colonie romaine de Lyon. La question se pose également du rapport entre ce qui se passe en ville et ce qui se passe sur le territoire de ces cités, encore plus dans le cas d'une colonie romaine. Le territoire donc, de la colonie de Lyon est maintenant à peu près défini dans sa superficie, dans son étendue,
Et on a deux cas de figure qui ont pu être observés d'un rapport entre la ville et son territoire au niveau justement de la redistribution de ces matériaux de construction. Le premier, c'est l'analyse d'une villa extrêmement luxueuse, la villa de Saint-Laurent-d'Agny, qui est édifiée au sud du territoire colonial, dans ce secteur, à partir dès l'époque républicaine, et qui grosso modo suit les mêmes phases d'urbanisme que la colonie de Lyon. Sur ce site, on remarque l'utilisation de matériaux qui sont en tout point identiques, typologiquement et au niveau des pattes, de ce qui est utilisé dans la colonie de Lyon. Ce qui laisse supposer que le propriétaire de cet édifice a eu accès, recours, en tout cas s'est fourni plutôt, pour la construction de sa villa auprès des négociants et des entrepôts situés dans la ville, directement dans la ville. On le remarque notamment pour la phase du IIe siècle de la villa, où on retrouve de nouveau une variété importante d'estampilles, avec des estampilles provenant de l'atelier Clarianus, de l'atelier Nébrigiac, de l'atelier de Caius Virus Clementis ici, et d'un atelier qui n'a été identifié que sur la villa de Saint-Laurent-d'Agny et qui se termine par les lettres R et I. On a donc en fait ici, dans un cas de villa, la campagne, située à peu près à une trentaine de kilomètres de la ville, le même cas de figure que ce qui existe en milieu, en tout cas dans la ville elle-même, ce qui laisse supposer que les constructeurs de cette villa ont donc fait appel pour fournir le chantier à des négociants situés dans la ville. Si on s'intéresse maintenant à d'autres gisements, par exemple la villa de Messigny, située légèrement au nord de celle de Saint-Laurent-d'Agny, ou plus particulièrement la petite villa de Fleurieux-sur-l'Arbrelle, à côté de Lantilly, on se rend compte, cette fois-ci, alors qu'on est toujours sur le territoire colonial de Lyon, qu'on a des matériaux qui présentent les mêmes typologies que ceux qui sont utilisés dans la ville. En revanche, au niveau de l'analyse des pattes, on a des pattes qui sont extrêmement locales, cette fois-ci, avec des dégraissants très caractéristiques, qui laissent supposer que l'approvisionnement s'est fait par un circuit différent de celui qui est utilisé dans la ville, un circuit peut-être plus local, sans doute aussi associé, notamment pour la villa de Fleurieux-sur-l'Arbrelle, au statut beaucoup plus modeste de cet établissement rural, qui aurait donc eu recours à des marchands peut-être plus locaux qui produisent à une échelle de quelques kilomètres autour de l'atelier. On a peut-être aussi un choix ici de prestige fait par un propriétaire de villa à Saint-Laurent-d'Agny qui préfère se fournir dans la ville, alors que pour un établissement plus modeste où les moyens financiers pour la construction sont également plus modestes, on va se fournir dans des ateliers qui sont situés à proximité immédiate. Donc finalement, on se rend compte que sur ce territoire colonial, on aurait un double circuit économique, un circuit urbain qui souvent diffuse au-delà même de la ville, avec cette même variété de matériaux, et puis un circuit plus local qui diffuse à une échelle réduite autour des ateliers de production. Voilà pour la question des terres cuites architecturales. On va maintenant retourner dans la ville et s'intéresser un petit peu plus aux gestes des artisans et à la manière dont ils ont bâti les édifices domestiques de la colonie. La seconde thématique et le second matériau qu'on va voir maintenant, c'est bien sûr la pierre, qui est omniprésente dans la ville. Elle est présente sous différents aspects, bien sûr, sous l'aspect monumental avec des plaquages en marbre ou des encadrements de portes, des stylobates, des colonnes en calcaire par exemple, chapiteaux, etc. Et bien sûr, elle est présente en grand nombre sous la forme de moellons issus de différents gisements géologiques. Alors dans le temps qui est imparti à cette conférence, on ne peut pas voir malheureusement tous les types de pierres et on se concentrera exclusivement sur les moellons qui sont essentiellement utilisés dans l'architecture domestique. Alors je remets rapidement la carte géologique de la ville pour vous rappeler les gisements possibles. 3 gisements possibles pour ces moellons qui ont été utilisés dans la colonie. Bien sûr, les galets qui sont issus de la terrasse morainique, et puis les roches métamorphiques qui sont présentes au niveau du défilé de piercise, avec granit, anatexite et gneiss, et puis la présence de gneiss feuilleté très caractéristique qu'on retrouve essentiellement dans la plaine de Bèze. Donc on a l'exploitation de différentes ressources qui sont possibles par les constructeurs et on va voir quels sont les choix techniques qui ont été faits pour la construction des édifices domestiques. L'une des chances qu'on a pu avoir à Lyon, c'est que plusieurs carrières ont été découvertes et ont pu être fouillées
La plus importante et la mieux connue, c'est une carrière d'extraction de granit qui est située dans le quartier de Chapeau-Rouge, le long de la voie de l'océan. Carrière qui a été ouverte, dont la date d'ouverture n'est pas connue, mais en tout cas qui est comblée au tout début, en tout cas à la fin du règne de Tibère ou au début du règne de Claude, dans cette transition entre les années 30 et 40 après Jésus-Christ. Carrière de granit qui a permis d'extraire donc une roche dure et qui surtout nous permet d'analyser les techniques d'extraction destinées à la production de moellons qui vont servir sur les chantiers de construction. Alors la carrière en elle-même va être ensuite comblée, supplantée par un atelier de potier et une nécropole qui va venir s'installer ensuite, ce qui montre aussi le dynamisme de ces secteurs en bordure de ville où l'activité évolue de manière extrêmement rapide. Alors, comment les carriers ont-ils fait pour extraire la roche? On est ici sur des roches qui sont très dures, des granites et des anatexites, qui font partie donc des roches les plus dures à travailler. Et les choix qui ont été faits ont été d'extraire la roche sous forme de très gros blocs qui ont été arrachés à la roche-mère en suivant les diaclases naturelles du terrain. C'est-à-dire qu'on est venu utiliser les fissures naturellement présentes dans la roche et qui servent donc de point de faiblesse pour sortir de très gros blocs, souvent informes au moment de leur sortie, qui seront ensuite retravaillés directement dans la carrière. Donc là, à la différence des extractions de roches tendres, notamment du calcaire par exemple, ou d'autres types de roches comme de roches dures comme le marbre, où on va essayer de sortir des blocs qui sont directement à la bonne taille, ou en tout cas qui sont dans des tailles normalisées. Ici, l'objectif est plutôt d'arracher des gros blocs, en tout cas des blocs de taille informe, de taille et de forme de taille informe, et de les reconcasser ensuite directement dans la carrière. L'analyse plus précise permet de voir justement ces différentes diaclases qu'on retrouve un petit peu partout sur le rocher. Et l'une des particularités ici, on remarque ici, les attaques ménagées pour installer des coins qui vont permettre d'écarter justement la roche. Et même dans certains cas, des coins ont été retrouvés sur cette carrière directement encore fichés dans la roche. Il en restait encore des bouts. On voit ici les traces d'extraction qui permettent ici de restituer réellement le geste du carrier et les outils qui ont été employés. En archéologie expérimentale, notamment sur le site de Guédelon, ces techniques d'extraction ont été utilisées, en tout cas ont été testées, et sur une roche un petit peu différente. Ici, on est sur des grès ferrugineux, mais qui possèdent une dureté assez importante, qui se rapproche de celle du granit. Et on retrouve les outils qui ont dû être utilisés par les carriers pour pouvoir extraire justement ces roches dures qui sont situées tout autour de la colonie romaine de Lyon. Comme je vous le disais, on vient creuser à l'aide d'un pic une logette qui permet d'installer le coin, souvent associé à une autre feuille de métal qui permet au coin de ressortir et d'éviter qu'il se fiche. Alors, d'après ce qu'on a vu, notamment dans la carrière de Chapeau-Rouge, on voit que cette méthode n'a peut-être pas été utilisée totalement puisqu'il reste des coins encore fichés dans la roche. Et puis ensuite, à l'aide d'un chasse-masse et d'une grosse masse, on vient extraire les blocs et on les reconcasse de plus en plus petits pour sortir des moellons qui vont être ensuite transportés jusqu'au chantier de construction. Donc, première étape, pour pouvoir construire une maçonnerie, déjà extraire les moellons qui sont extraits donc à partir des roches locales. Deuxième étape qui va être utilisée, c'est la fabrication du mortier qui va permettre donc d'associer les moellons et de constituer une maçonnerie solide. Alors, sans rentrer dans l'analyse précise des mortiers de chaux, on n'aurait pas le temps ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ça c'est une des problématiques qui resterait d'ailleurs à explorer dans les années à venir, la chaux devait arriver sans doute sous forme vive directement sur le chantier de construction, puisqu'on retrouve assez régulièrement, des exemples ont été retrouvés à Lyon, mais les photographies n'étaient pas de très bonne qualité, des bacs directement sur le chantier de construction destinés à éteindre la chaux avant de la mélanger à un agrégat, du sable généralement, pour permettre de constituer un mortier. On retrouve ce type de structure, notamment par exemple ici, dans une villa qui a été fouillée dans le nord de la Gaule, avec une fosse toute simple, creusée, carrée, coffrée en bois, dans laquelle on venait éteindre la chaux avec de l'eau pour la rendre laiteuse et pour permettre de la mélanger avec du sable. Cette technique a d'ailleurs été utilisée et toujours utilisée sur le chantier expérimental de Guédelon. On voit sur la photo de droite un bac d'extinction de chaux
L'avantage sur des chantiers publics notamment, des chantiers de grande ampleur, très longs, c'est qu'on peut laisser la chaux directement dans la terre, la couvrir et venir l'appuiser régulièrement pour la retravailler. L'avantage de la chaux, c'est que c'est un matériau qui se travaille sur le long terme. Donc l'association du mortier de chaux et des moellons va permettre de constituer les maçonneries qui sont utilisées dans la ville. Et très rapidement, les archéologues lyonnais se sont rendus compte d'une certaine diversité dans les parements qui ont été mis au jour au sein des différents édifices domestiques comme publics de la colonie. Alors on a une diversité des parements, en toute modestie gardée finalement, qui rappelle un petit peu les typologies qui ont été mises en place pour l'Italie, avec cette évolution des différentes techniques de construction. Ici, on retrouve également, finalement, en tout cas, on voit une variété, une diversité des techniques de construction, avec une diversité des matériaux qui sont employés, de leur mise en œuvre, mais également une diversité des mortiers qui sont employés, qui avaient toujours été observés finalement par les archéologues, mais jamais analysés. Donc l'un des buts de l'étude qui a été réalisée a été justement de confronter les dimensions, l'agencement, la nature, les dimensions et l'agencement des moellons dans les maçonneries, et de les comparer également à la nature des mortiers qui sont utilisés pour essayer de restituer une typologie des parements qui soit efficace d'un côté comme outil typochronologique pour les archéologues sur le terrain, mais qui surtout permettent de discuter et de questionner l'évolution des savoir-faire et de l'économie de la construction à Lyon. Alors cette typologie, rapidement, la voici. On va voir comment évoluent les techniques de construction dans la ville. Au premier temps de la colonie, entre la fondation coloniale et l'époque augustéenne, on a l'utilisation systématique des galets qui vont être employés en fondation des murs, liés soit à de l'argile, soit à un mortier de chaux assez caractéristique, très compact, très solide, très efficace, dont le granulat est également issu de la moraine avec des sables morainiques qui sont nettoyés et qui permettent donc de constituer un mortier de très très bonne qualité. Les élévations sont en briques crues, mais ça on en reparlera un petit peu après. Donc première de technique de construction, utilisation massive du galet avec mortier ou argile. On est dans les premiers temps de la colonie et on est finalement tout de suite sur l'utilisation de matériaux qui sont directement exploitables à l'emplacement même, au sein même finalement de l'enceinte coloniale, en tout cas de la délimitation de la colonie. On a, à partir de l'époque augustéenne, un gros plan d'urbanisme qui est mis en place. La ville est quasiment intégralement reconstruite en une dizaine d'années. Et en lien avec ce plan d'urbanisme, on observe une évolution des techniques de construction assez marquée, avec l'apparition d'un nouveau matériau, le granit, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les carrières de granit à partir de cette époque-là. Et ces moellons de granit vont être utilisés, grossièrement équarris, et parmentés en opus incertum. Ils vont être liés toujours avec le même type de mortier, un mortier dont le granulat, lui, est issu des sables morainiques. Les élévations sont en briques crues et on voit apparaître tout doucement l'utilisation de briques pour ménager les chaînages d'angles ou pour marquer la délimitation entre le solin maçonné et les élévations. Un point assez particulier qu'on retrouve systématiquement sur les maçonneries augustéennes, c'est l'utilisation de galets qui servent en fait finalement de semelles au mur et qui doivent servir de semelles drainantes pour permettre plus facilement l'évacuation des eaux et éviter les remontées humides dans la maçonnerie. Donc on a ici l'application finalement de techniques de construction extrêmement rigoureuses, extrêmement efficaces. On sent qu'on essaye de tirer le meilleur des matériaux qui sont apportés directement dans l'enceinte de la colonie. On assiste à une évolution progressive des techniques de construction, notamment à partir du changement d'ère jusqu'à la fin du règne de Tibère, avec toujours les mêmes matériaux moellons qui sont utilisés, toujours des moellons en granit, mais cette fois-ci, ils vont être mieux équarris et parmentés en assises régulières, c'est-à-dire qu'on va avoir une rationalisation de la construction qui va se mettre en place de plus en plus, avec des moellons qui vont être de plus en plus normalisés. Ça veut dire qu'en carrière, on va avoir un travail qui va être également beaucoup plus normalisé et que les moellons vont être livrés avec une hauteur spécifique. En analysant les maçonneries, les moellons font tous en moyenne une hauteur comprise entre 9 et 10 cm. Donc on a une volonté finalement de faciliter la construction pour les artisans, tout en conservant des matériaux d'extrêmement bonne qualité. Et donc ici on est sur une recherche avec cette évolution de rentabilité
au fur et à mesure qu'on progresse dans les programmes urbanistiques de la colonie. On conserve toujours donc ce système fondation-élévation, assisé, les briques qui sont utilisées et les élévations qui, elles, vont être en briques crues. On a également une évolution dans le choix des mortiers avec l'utilisation, cette fois-ci, d'un mortier qui n'est plus constitué d'une charge issue des sables morainiques, mais on va utiliser ici des sables aréniques qui proviennent justement de l'extraction du granit. Et on est sur des sables ici qui sont considérés, en tout cas par le texte vitruvien, de meilleure qualité, qui vont commencer à être employés. Donc on est toujours dans cette recherche de qualité, on continue à augmenter finalement la qualité des maçonneries, tout en étant dans une recherche aussi de rationalisation du travail, puisque plus on utilise des moellons qui sont de même dimension, et plus la construction de la maçonnerie va être facilitée. On a un grand bouleversement qui se fait dans les techniques de construction à partir de l'époque claudienne, du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, qui correspond également à un très grand plan d'urbanisme qui est mis en place dans toute la colonie, exactement de la même manière qu'à l'époque augustienne. On va finalement quasiment reconstruire toute la ville en une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et pour ce plan d'urbanisme, on assiste à une transformation des techniques de construction, aussi bien au niveau des matériaux que de la manière de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que le granit, qui est présent directement dans l'enceinte de la ville, va être abandonné au profit du gneiss, et notamment du gneiss feuilleté, qui lui est présent à proximité immédiate de la ville, autour de la plaine de Vèze, entre 1 et 5 km finalement du centre colonial. Donc on change de matériau. Le gneiss est un matériau de moins bonne qualité, il est plus friable, en revanche il est beaucoup plus facile à extraire, et surtout il est beaucoup plus facile à extraire en dalettes normalisées, et on va retrouver systématiquement dans les maçonneries des moellons qui vont faire 7 à 8 cm de hauteur. Donc finalement, on vient avec ces moellons chercher de nouveau une amélioration de la manière de mettre en œuvre les matériaux. Et donc on préfère finalement aller plus vite, construire plus facilement à partir de cette époque-là que continuer à aller vers une recherche de qualité des matériaux. On retrouve la même logique pour le mortier, puisque cette fois-ci, les sables aréniques vont être totalement abandonnés et vont être utilisés des sables issus des différents cours d'eau qui affluents du Rhône, qui traversent on va dire le territoire, la partie occidentale du territoire colonial. On est donc sur des sables de rivière qui sont souvent avec une forte proportion de limon, donc beaucoup plus friables, également de moins bonne qualité. De rentabilité, d'efficacité. On prend des matériaux moins performants, mais en même temps, les édifices sont tout à fait stables et solides, on ne perd pas non plus en stabilité. Donc, on a une sorte d'inversion dans la logique constructive à partir du milieu du 1er siècle, où on n'est plus dans une recherche de qualité, où on n'applique plus des règles strictes avec des matériaux, des bons matériaux pour la construction, mais on va vers une recherche de rentabilité, sans doute liée à l'évolution de la ville et à l'accroissement extrêmement important des constructions à partir de ce moment-là. Ce système mis en place à partir des années 40-50 après Jésus-Christ, finalement va perdurer pendant toute la deuxième moitié du 1er siècle et quasiment pendant tout le 2e siècle. Et il va falloir attendre un grand choc de nouveau dans la colonie de Lyon, on va dire vers la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, pour voir une nouvelle évolution dans les techniques de construction. Sans doute après le sac de la ville qui a lieu par les troupes de Septime Sévère en 197, la ville haute est partiellement abandonnée, la ville basse est presque, en tout cas est largement reconstruite, et pour ces reconstructions, on va utiliser de nouvelles, on va réouvrir finalement des carrières de granit et de gneiss qui vont être de nouveau utilisées avec des moellons mieux équarris, mieux associés pour la constitution de ces sols. Au niveau des mortiers, on ne change pas vraiment de type de mortier, on conserve les mêmes savoir-faire au cours du temps. Voilà pour les différentes typologies de construction. Ce qu'on voit en synthèse, c'est qu'au niveau des mortiers, on a une évolution dans la nature du granulat qui se fait avec une évolution des approvisionnements. On est sans doute au départ dans une recherche de qualité, puis à partir d'un moment dans une recherche de rentabilité. On peut aussi se dire que
les sources d'approvisionnement qui étaient utilisées se trouvaient à l'intérieur même de l'enceinte coloniale et qu'au fur et à mesure, elles deviennent de moins en plus. Et donc, on doit être aussi amené à chercher de nouveaux approvisionnements. Et c'est sans doute ce qui doit se faire avec le mortier, avec la récupération de sable qui proviennent donc des alentours immédiats de la ville, mais plus de l'intérieur même de l'enceinte urbaine. On retrouve donc cette évolution également pour les parements et les maçonneries, avec une évolution typologique des constructions qui correspond à chaque fois au grand plan d'urbanisme, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un grand plan d'urbanisme est appliqué sur la ville, on se rend compte qu'on va avoir l'ouverture de nouvelles carrières et qu'on a une réflexion qui est faite en amont avec le développement de nouvelles techniques de construction qui sont sans doute déterminées par la nécessité de construire parfois mieux, parfois plus vite, et d'aller rechercher soit une certaine recherche de qualité, soit de rentabilité, selon les époques et les plans d'urbanisme. On a par contre, et ça c'est quand même assez intéressant également, une grande uniformité entre les différents édifices, en tout cas leur technique de construction par plan d'urbanisme, ce qui laisse supposer qu'on a une organisation rigoureuse, peut-être contrôlée, des maçons et de leur savoir-faire à l'échelle de la colonie, voire même peut-être à l'échelle de son territoire. Ce qui laisse donc supposer que les artisans recevaient une formation commune et en tout cas étaient soumis à des normes communes qui leur permettaient de construire à peu près tous de la même manière. Alors, l'analyse au niveau de l'analyse de la ville et de son territoire, l'analyse de ces techniques et des matériaux de construction permet aussi de restituer de nouveau les circuits d'approvisionnement à une échelle un petit peu plus large, puisque pour les premiers temps de la colonie, comme je vous le disais, on va se servir exclusivement sur des gisements qui sont dans l'environnement immédiat de la ville, voire même sur le territoire, en tout cas dans l'enceinte urbaine, avec donc les sables, les moellons et même la terre à bâtir, les terres cuites, pourquoi pas. Les seuls matériaux qui sont importés pour cette période-là, c'est la chaux, notamment à partir des importations sans doute de calcaire. On doit être sur les mêmes circuits d'approvisionnement pour la chaux que les circuits d'approvisionnement de blocs calcaires qui sont utilisés pour les édifices publics. Et puis, à partir du milieu du 1er siècle, et puis surtout du 2e siècle, exactement comme pour les terres cuites architecturales, on a une diversification des approvisionnements, avec des calcaires qui proviennent cette fois-ci soit du nord de la colonie, soit de la partie orientale de la colonie, du Busnay, du Seyssel, du Chouin, mais toujours ces calcaires du Midi qui proviennent du sud et qui sont importés à Lyon. On a peut-être aussi une diversification donc des chaux qui sont amenés dans les villes. On vient chercher des matériaux un petit peu plus loin, les sables sont prélevés un petit peu à l'extérieur, la terre à bâtir est sans doute prélevée également un petit peu à l'extérieur, les moellons ne sont plus prélevés sur le territoire colonial mais à l'extérieur, on vient même prélever du granit aux confins du territoire, notamment pour paver les voies, et donc on restitue de cette manière-là finalement l'évolution des approvisionnements et la diversification des approvisionnements, et surtout finalement l'exploitation assez réfléchie des ressources qui sont directement présentes dans la ville, aux abords de la ville et de manière plus générale sur le territoire colonial. On va maintenant passer à une autre technique de construction, la terre crue, qui est souvent utilisée de manière synchrone avec les architectures maçonnées. Pendant longtemps, on a vraiment pensé que ce qui caractérisait la période romaine en Gaule, en tout cas la romanisation de la construction en Gaule, était l'apparition de la maçonnerie, ce qui est une réalité, mais finalement on s'est focalisé uniquement sur ces maçonneries souvent arrasées malheureusement par la destruction des vestiges, et en tout cas en restituant des élévations qui étaient pour les archéologues et les architectes, systématiquement en maçonnerie de la fondation jusqu'à la toiture. Il s'avère que les études récentes qui sont menées sur les différentes villes de Gaule, et notamment en ce qui concerne l'architecture domestique, c'est un petit peu différent pour l'architecture publique, montrent l'omniprésence de la terre crue dans les constructions, c'est-à-dire que la terre crue va être employée sous différents aspects, sous différentes techniques, et va constituer l'essentiel des élévations, la maçonnerie étant essentiellement concentrée dans le sous-sol et légèrement en élévation, sous la forme d'un solin, d'une hauteur comprise souvent entre 50 et 90 cm de haut,
Elle va surtout servir de semelle en fait pour stabiliser le bâtiment et également pour l'isoler des remontées d'humidité. Par contre, toutes les élévations, elles, vont être constituées à partir d'architectures en terre avec différentes possibilités. Alors pour ces architectures en terre, dans la colonie de Lyon comme dans la colonie de Vienne, on utilise un matériau essentiel qui est la brique crue, la brique d'adobe, les adobes. Ce qui est intéressant ici aussi, de la même manière que pour la brique cuite, on remarque que tous les matériaux qui ont été retrouvés, analysés et étudiés présentent des modules extrêmement normés. On n'a finalement que 3 modules qui sont utilisés dans toute la colonie au cours du temps. Un grand module équivalent à celui des briques cuites, le module lydien, donc d'1,5 pied par 1 pied à peu près, et qui est associé à des briques de plus petite taille, avec un module B ou C, donc soit un module B d'1 pied par 1 demi-pied, soit un module C d'1/3 de pied par 1 paume. Donc ces 3 modules qui vont être utilisés sur toute l'histoire de la colonie, extrêmement normés, quasiment sans aucune évolution, laisse supposer qu'on a une organisation spécifique de la production de ces matériaux et que sans doute ces matériaux ne sont pas produits, en tout cas dans un contexte urbain, dans le cadre de la construction, par la famille, en tout cas ou par la famille au sens large, qui vient participer à la construction du bâtiment, mais qu'on a véritablement au sein de la ville la mise en place d'une industrie de la brique crue, destinée à produire en très grande quantité ces matériaux et à les acheminer en direction des chantiers. Alors, l'un des éléments intéressants dans la ville, c'est qu'il a été possible de mettre en évidence des carrières d'extraction de terre et de voir comment elles fonctionnent. Carrières d'extraction qui sont présentes donc essentiellement sur la colline de Fourvière où sont présents les matériaux utilisés, le loess, qui est le matériau essentiellement employé pour la constitution de ces briques crues. On va passer assez rapidement sur une des carrières qui a été mise au jour par Tony Silvino lors des fouilles de l'hôpital Fourvière. On est ici au cœur de la ville antique, dans un quartier destiné à de l'habitat, et avec donc des parcelles qui sont occupées par des domus. Et lors d'une phase de construction, entre la phase à l'époque augustéenne, sans doute à la suite d'un grand incendie qui vient ravager la totalité du quartier, l'îlot est intégralement reconstruit et les parcelles sont transformées temporairement en chantier d'extraction de l'os. Chantier d'extraction qui prend la forme de fosses qui sont creusées un petit peu partout dans les parcelles et que vous avez représentées en orange à l'écran. Alors ces fosses, elles prennent des formes différentes. La plupart du temps, on est sur ce qu'on appelle sur des fosses de type polylobé, c'est-à-dire avec des creusements multiples, avec un fond souvent en poire, qui laisse supposer, pour les fosses polylobées, le travail de plusieurs ouvriers en même temps, qui partent d'un premier creusement et qui viennent extraire la terre, chacun de leur côté. On a d'autres types de fosses d'extraction, des fosses dites en tranchées ouvertes, qui constituent de véritables tranchées. On peut mettre 2 ouvriers de front, qui attaquent avec des dimensions profondes, plus de 2 mètres, plus de 2 mètres de profondeur pour 1,80 m de large, et qui donc devaient permettre d'extraire de grandes quantités de terre à bâtir. Ces tranchées, elles débutent souvent avec un espace arrondi qui devait permettre donc de descendre dans la tranchée et puis ensuite d'extraire la terre sur une grande distance. Un élément aussi assez intéressant qui a été mis en œuvre, en tout cas mis en évidence et qui reste assez particulier, c'est la présence d'extraction en tranchée, cette fois-ci non pas ouverte mais couverte. Ici, on est sur le site du Verbe incarné, on n'est plus du tout à l'époque augustienne, on a sans doute encore un peu de place dans la ville pour extraire cette matière, mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, en tout cas la toute fin du IIe siècle après Jésus-Christ, à une époque où la ville et surtout le quartier du Verbe incarné est totalement loti, on n'a plus vraiment accès à cette matière première qui est sous terre, et donc va être ménagée une galerie avec un puits d'accès et une galerie qui va passer sous la parcelle du voisin d'ailleurs, le puits partant de la parcelle 3 et passant sous la parcelle 1, avec un couloir finalement voûté qui permet donc de récupérer du matériau destiné à la reconstruction de la maison sur la parcelle 3. Alors ici on a une galerie qui fait à peu près 1,90 m de haut, 90 cm de large, avec un sommet voûté, qui a été donc creusé directement dans le loess. On voit l'échelle avec le fouilleur de l'époque qui se tient à l'intérieur de la galerie. C'est exceptionnel, et la galerie a ensuite été bouchée volontairement de part et d'autre. Donc on avait un espace encore libre qui permettait la circulation. Les traces d'outils observées donc sur le creusement permettent de restituer l'outil utilisé. On est ici sans doute sur un outil
à deux phases. D'un côté un pic, de l'autre côté un tranchant, peut-être un outil de type de labre qui a pu être utilisé ici, et ont même été retrouvés à l'intérieur de la galerie des petites alvéoles qui ont été ménagées avec des traces de rubéfaction qui laissent supposer que des lampes à huile ont été disposées régulièrement dans la galerie pour pouvoir s'éclairer au moment de l'extraction. Fait assez intéressant également, la galerie, au moment de son comblement, un dépôt d'outils a été réalisé dans la galerie, donc dépôt de comblement, pas des outils ici d'extraction, mais plutôt des outils de charpente et de menuiserie qui ont été retrouvés au fond de la galerie. Alors, une fois que la terre est extraite, il faut la travailler, la ménager, il faut la transformer, et la question se pose de savoir si cette transformation a été faite sur place ou non. Les étapes de la fabrication de ces briques, elles sont réalisées à partir d'un mélange d'eau, donc de l'os, et de matière végétale, généralement de la paille. Et puis, elles sont souvent, le mélange est fait sur place et le moulage est ensuite fait directement à côté des fosses d'extraction qui sont souvent réutilisées comme fosses de préparation. Alors là, dans un exemple ici, dans une briqueterie dans le sud de l'Inde, un ouvrier produit à peu près 500 briques par jour, ce qui donne un rendement qui est quand même assez important. Les briques sont séchées directement sur place, ce qui demande quand même une grande superficie. Elles sont entreposées, et dans le cas en tout cas de cet atelier, elles sont ensuite entreposées dans un entrepôt avant d'être redistribuées sur les chantiers de construction. Alors, qu'en est-il, nous, pour notre espace d'extraction qui a été mis en évidence sur le site de Fourvière? On se rend compte ici que l'organisation des fosses nous montre une certaine organisation du chantier de construction, et ça nous permet donc d'aborder la question du chantier de construction. On se rend compte déjà que les fosses respectent parfaitement les limites parcellaires, ce qui laisse supposer que la mise en forme de l'îlot a été faite, peut-être par les édiles de la colonie, avec les premiers terrassements et les premiers murs de terrasse qui permettent un étagement des parcelles de l'ouest en direction de l'est, la rue est en pente dans ce sens-là, et qu'ensuite, parcelle par parcelle, on vient mettre en place un chantier d'extraction, peut-être indépendant, parcelle par parcelle. On a peut-être une extraction par des ouvriers différents, parcelle par parcelle. Autre élément qui est intéressant, c'est que ces fosses sont creusées de manière anarchique sur la parcelle, et elles ne respectent en aucun cas le plan d'édification des édifices qui vont être ensuite construits parcelle par parcelle. La preuve en est par ces maçonneries qui traversent notamment la tranchée que je vous ai montrée tout à l'heure, et où les constructeurs sont obligés, pour éviter que le mur ne s'affaisse, de faire descendre le mur jusqu'au fond de la tranchée d'extraction pour repartir à une surface beaucoup plus naturelle de l'autre côté. Donc finalement, on se rend compte qu'on a l'intervention de deux équipes qui sont totalement dissociées, entre les personnes qui vont extraire la terre et sans doute mouler les briques, et ensuite la construction du bâtiment en lui-même, ici des domus, qui vont être réalisés donc par une équipe de structores organisée par un rédempteur. Autre point intéressant aussi, la présence de fosses d'extraction directement dans la voirie, qui pose la question du statut des voiries au moment des chantiers de construction. Est-ce que la rue était fermée ou non? Et puis surtout, au niveau légal, comment les choses se passaient. On sait, d'après les textes antiques, en tout cas les textes juridiques, que le propriétaire d'une parcelle était également en charge du portique et de la moitié de la chaussée, ce qui a supposé qu'on pouvait sans doute extraire également sur son bout de chaussée au moment des travaux, mais la dimension et la multitude des fosses qui ont été observées au niveau de la voirie, que vous avez ici à l'écran, en tout cas indique sans doute une fermeture de la voirie au moment des chantiers, et donc indique une intervention des édiles pour sans doute peut-être une autorisation des édiles pour pouvoir extraire à l'intérieur de ces espaces spécifiques. Alors, si on reprend la taille de ces blocs et qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'on a fait exactement sur ces chantiers, est-ce qu'on a extrait uniquement la terre ou est-ce qu'on l'a réalisé sur place, on voit donc les modules qui ont été utilisés, les 3 modules utilisés pour construire la maison, A, B et C. Ici, on compare ces briques avec la quantité de terre extraite. On arrive finalement à essayer de restituer un petit peu l'organisation de ce chantier de construction, en partant du principe que sur l'une des parcelles de l'hôpital Fourvière, on a souhaité construire une domus classique d'époque augustéenne. Bon, ici, on a pris une domus complète qui était connue à Lyon, la domus à l'opus Picato, fouillée par Armand Desbas.
on se rend compte que sur le chantier de construction, en tout cas sur le chantier d'extraction correspondant à une parcelle, on extrait en moyenne 500 mètres cubes de terre. Avec ces 500 mètres cubes de terre, on peut produire environ soit 50 000 briques de type A, les plus grandes, ce qui correspond à peu près à 400 mètres de mur d'une hauteur de 2,60 mètres, plus le sol, on arrive à 3,50 mètres, donc ça nous fait, on va dire, 400 mètres de mur par niveau. Et si on décide de produire des briques de type B, par exemple, qui sont plutôt utilisées pour les étages, pour les cloisonnements internes, plus petites, on arrive cette fois-ci à 700 mètres de mur. Pour une doumousse comme celle qui est présente à l'écran, qui correspond exactement à la taille de la parcelle sur laquelle a été extrait la terre à l'hôpital Fourvière, on se rend compte qu'on a besoin finalement de beaucoup moins de matériaux, 30 000 briques maximum, ce qui fait qu'on a un excédent d'extraction de terre de 20 000 briques, un peu moins de la moitié de la terre extraite, sans compter le creusement des fondations et le terrassement préalable des parcelles. Donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de toute cette terre qui est extraite et qui donc sans doute n'est pas destinée uniquement à la parcelle sur laquelle va être lotie la maison. On peut donc imaginer qu'une partie de la terre utilisée, une partie de la terre extraite, doit être distribuée à d'autres secteurs de la ville qui malheureusement ne sont pas dotés de sous-sol leucique, ce qui est le cas dans à peu près un tiers de la colonie. Et donc on peut imaginer l'intervention, peut-être, suite au lotissement des différents îlots, l'intervention d'équipes d'artisans spécialisés dans l'extraction et la production de briques crues. On est sur une production qui prend quand même finalement un certain temps avec les temps de séchage. Et on peut imaginer que la première saison de construction, en tout cas des chantiers de construction, est destinée uniquement à l'extraction et à la fabrication des briques, qui sont ensuite peut-être soit laissées sur place pour la construction de la maison et l'excédent stocké dans un entrepôt ailleurs dans la ville pour être redistribué. Ce qui laisse donc peut-être ce qui peut permettre, pourquoi pas, aux propriétaires de ces parcelles de se dégager des bénéfices sur ces extractions, en tout cas de réduire le coût de la construction de sa maison en vendant une partie des matériaux présents sur place. Venons-en maintenant aux techniques elles-mêmes. Dans la ville de Lyon et de Vienne, plusieurs techniques de construction en terre crue différentes ont été employées. Bien sûr, les murs en briques crues, ou adobe, les murs en torchis. En revanche, la bauge et le pisé ne sont pas du tout observés pour l'Antiquité dans la région lyonnaise. Ça existe dans le sud de la France ou dans d'autres secteurs de l'Empire romain, mais à Lyon, on utilise exclusivement torchis, briques crues, torchis ou briques crues. Pour réaliser des murs en briques crues, extrêmement simples, quelques éléments ont pu être observés dans la ville. On est généralement pour les murs périmétraux sur ce qu'on appelle l'opus latericium, l'utilisation exclusivement de grandes briques crues de type A, qui sont disposées de manière isodome et qui sont liées entre elles avec une argile différente de celle qui est utilisée pour constituer les briques. On a généralement du loess pour les briques et une argile qui est utilisée comme mortier pour les lier entre elles. Donc on a quand même aussi une sélection des matériaux qui est faite par les constructeurs en terre crue afin d'arriver à des constructions extrêmement solides. On a également l'utilisation de la terre qui va être appliquée ensuite sur les maçonneries, généralement 2 voire 3 couches de terre qui vont permettre l'application ensuite des enduits peints et de la décoration. Donc pour rappel, on est sur des maçonneries qui doivent ressembler à ce type-là, au moins pour les murs périmétraux, avec des soubassements, en tout cas des soubassements constitués d'opus caementicum, avec des parements en pierre, et des élévations qui, elles, sont intégralement en briques crues, avec des enduits qui viennent protéger, enduits de terre d'ailleurs qui souvent débordent, qui recouvrent bien sûr les élévations en briques crues, mais qui débordent également sur les élévations en opus caementicum. La question du couronnement de ces murs se pose. Malheureusement, on n'a jamais d'élévation assez importante, et pour ça, il faut aller faire un peu d'archéologie expérimentale. Ici, l'étude ethno-archéologique que j'avais menée en Roumanie, dans la région des Carpates, où la construction en briques crues est encore largement employée, et où on remarque, en tout cas, des systèmes constructifs identiques, et surtout, pour le couronnement, l'utilisation de briques disposées en encorbellement, qui seront ensuite enduites et stuquées pour donner l'impression d'une corniche. On peut sans doute restituer un système identique pour les maçonneries lyonnaises. Autre technique utilisée, surtout pour le cloisonnement, les cloisons constituées en terre crue. Alors pour les époques anciennes,
notamment républicaine et augustéenne. À Lyon, on a quand même pas mal de constructions sur poteaux plantés qui sont encore présentes, mais qui vont rapidement disparaître et être supplantées par les techniques de construction à pans de bois, qui vont être reposées soit sur des petits solins de pierre, soit justement sur ces maçonneries. Ces cloisons à pans de bois, autant d'ailleurs que les cloisons sur poteaux plantés ou sur poteaux plantés et sablières, elles vont être ourbées avec de la terre selon deux méthodes, soit avec du torchis. Ici, on a un très très bel exemple qui a été mis en évidence sur le site du Vermain-Carnet pour une domus d'époque augustéenne, où on remarque parfaitement dans le mur les deux couleurs de terre employées pour justement constituer cette cloison en torchis. On peut imaginer et restituer au centre sans doute un maillage végétal qui permettait de tenir ces couches de terre avec les enduits sur les côtés et la présence des poteaux qui soutiennent cette cloison à pans de bois. On retrouve également les traces de torchis à l'aide des cloisons parfois incendiées, où on repère le négatif utilisé pour les murs. À Lyon, une caractéristique, les murs, on est systématiquement sur des baguettes circulaires ou ovoïdes qu'on retrouve aménagées de cette manière-là, et on retrouve généralement plusieurs couches qui sont superposées. Une première couche extrêmement grossière qui vient coller aux baguettes, et ensuite on applique au moins deux couches de plus en plus fines qui permettent donc de ménager la cloison en elle-même. Cette méthode, on l'a testée en archéologie expérimentale sur un chantier qui est situé près de Mâcon, et ça fonctionne extrêmement bien, donc avec justement l'application de chaque côté d'un clayonnage en matière, en tout cas en branchage de terre mélangée, avec une progression dans les couches d'argile qui vont être utilisées pour ces cloisons en torchis. Bon, ça c'est pour évocation, la méthode est encore utilisée aujourd'hui, notamment en Turquie. On voit donc dans ces élévations à pans de bois un ourdage qui est fait en torchis, où ici on a le clayonnage et puis la terre directement appliquée avant d'apposer des enduits ou des lechons. Autre méthode pour ces cloisons à pans de bois, dites aussi opus craticium, c'est qu'elles soient ourdées, comblées avec des briques crues, et là on va utiliser justement les plus petits modules réalisés dans la colline de Lyon, les modules de type B ou C. Alors pour ces éléments-là, on retrouve donc ici des exemples de Saint-Romain-en-Galles, mais à Lyon on a pas mal d'exemples qui existent également. Ce qui est assez intéressant et surprenant, c'est qu'on se rend compte en fait que sur un même chantier et dans une même maison, on va avoir des solutions assez diverses et variées qui vont être utilisées pour le pan de bois. On aurait l'image et l'idée de pans de bois extrêmement normés, mais on a l'utilisation notamment de pièces de bois de tailles différentes, pas forcément pour les sablières basses, mais surtout pour les montants verticaux qui vont venir rigidifier la cloison, ce qui laisse supposer qu'on est parfois sur le réemploi de pièces de bois issues d'autres parties d'édifices ou d'un édifice plus ancien pour la constitution de ces cloisons. On retrouve même, quelquefois sur les mêmes cloisons, différentes manières de disposer les briques, soit de manière assez classique avec des briques de petits modules qui sont disposées de manière isodome entre les poteaux verticaux, mais on a également quelquefois l'utilisation de briques de type A qui vont être disposées sur la tranche pour venir combler les cloisons. Donc on a ici finalement l'utilisation un peu des matériaux qui sont à disposition et pas forcément de matériaux aussi normés que ce qui va être utilisé pour le pouce latéricium et pour les cloisons, les murs périmétraux de ces domus. Alors rapidement l'exemple viennois, parce que le temps tourne. Lors de fouilles effectuées à Sainte-Colombe, donc en 2017, un quartier entier de la ville a pu être mis en évidence, disposé le long du Rhône, du pont Sud et de la voie dite de Narbonnaise. Et au sein de ce secteur, qui est situé donc en rive droite du Rhône, la colonie elle-même avec son enceinte se développe en rive gauche. Le quartier de Saint-Romain-en-Galles est situé juste ici. A été mis en évidence donc un îlot vous avez ici donc l'état entre l'époque claudienne et l'incendie violent qui détruit tout le quartier autour de l'année 69 après Jésus-Christ. Et pour donc cette phase entre les années 40 et 70, on retrouve un îlot complet avec un édifice public, peut-être une place de marché, en tout cas un public collectif, sans doute une place de marché qui est aménagée dans la partie orientale de l'îlot, le long du Rhône. De l'autre côté, on retrouve des édifices également économiques, une domus, une seconde domus, qui viennent participer donc à la constitution de cet îlot. La particularité, c'est que ce bâtiment collectif a brûlé, comme tout l'îlot, mais il a été remplacé par un édifice public par la suite, et largement rehaussé,
ce qui a permis de conserver le bâtiment effondré sur lui-même en place, et notamment l'angle nord-ouest de l'édifice. Alors, l'édifice était particulièrement préservé, mais en plus, l'incendie a permis de conserver les bois carbonisés sur place, qui ont été analysés par François Blandel dans le cadre de la fouille préventive, avec un peu plus de 206 échantillons de bois analysés rien que pour l'édifice de la place de marché. Et sur les 206, 86 qui proviennent de l'aile occidentale. Donc on retrouve différents types d'essences de bois que je vais vous présenter selon les endroits où elles sont utilisées. Donc l'angle nord-ouest de la place de marché se présente sous cette forme-là. En fait, on est sur un édifice qui est constitué au moins de 4 corps de bâtiment autour d'une place. Donc on a un corps de bâtiment qui est à peu près autonome, et on va pouvoir analyser comment ce corps de bâtiment autonome a été construit. On retrouve un système qui est applicable également à Lyon, où les murs périmétraux, eux, sont réalisés avec des solins maçonnés et des élévations sans doute en opus latericium, avec des grandes briques crues. En revanche, tout l'édifice en lui-même, lui, repose sur des piliers en bois, en tout cas est soutenu par des piliers en bois qui reposent sur des dés en pierre, eux-mêmes installés sur des fondations maçonnées. Pour les piliers en bois, on est ici sur des gros poteaux en chêne d'environ 50 cm de côté, qui vont donc soutenir tout l'édifice. Les cloisons internes, elles sont réalisées à pans de bois. On va retrouver donc de nouveau ces solins maçonnés, les piliers qui soutiennent le bâtiment, et puis les cloisons qui étaient parfaitement conservées, pans de bois, ourdés de briques crues, où les sablières basses et les poteaux intermédiaires, au lieu d'être en chêne comme pour les poteaux principaux, ici on a l'utilisation plutôt de résineux, de sapin, pour les cloisons qui sont non porteuses, les enduits qui sont disposés par-dessus. On retrouve également toute la charpente qui a été effondrée en place, et c'est intéressant pour regarder des techniques, cette fois-ci, non pas de maçonnerie mais de charpente, avec l'utilisation pour les poutres maîtresses de chêne et pour les solives des planchers, avec différentes techniques d'assemblage, l'utilisation plutôt de résineux, de sapin. Également, les planches qui sont utilisées pour constituer le plancher sont également constituées de sapin. Donc on a une vraie sélection des essences de bois qui se fait en fonction de la destination de ces pièces de bois dans l'édifice. Je passe assez rapidement, mais ces planchers étaient recouverts de sol maçonné et non pas uniquement de planches, donc on avait quand même des pièces de bois qui supportaient des poids assez importants. Et on retrouve de nouveau l'utilisation de la terre crue pour les plafonds de cet édifice qui a été réalisé en terre. Alors les plafonds sont assez rarement observés à Lyon, et en tout cas à Lyon comme à Vienne, et ici on a pu les mettre en évidence. On repère justement le clionnage en bois des solives du plafond, et sont aménagés dans ce clionnage, cette fois-ci un système de torchis, non plus avec des baguettes circulaires, mais avec des petits tasseaux quadrangulaires qui vont être disposés, cloués, et qui vont être, à la manière du torchis, recouverts par une première couche d'argile grossière, puis une seconde un peu moins grossière, et enfin une troisième beaucoup plus fine, qui va constituer la partie finale qui va recevoir les enduits peints ou le lecho. Donc ça permet d'analyser assez rapidement différentes techniques de construction de ce type d'édifice, et donc de restituer un petit peu son architecture avec, pour les murs porteurs, de l'opus latericium, et puis pour tout ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, un support sur gros piliers en bois, des cloisons à l'étage comme au rez-de-chaussée qui sont constituées en pans de bois. Finalement, un édifice avec étage, avec appartement à l'étage, donc avec du poids, qui, on aurait pu l'imaginer totalement construit en maçonnerie, en fait, est essentiellement construit avec des architectures en terre. Technique de construction qui fonctionne bien sûr au Moyen-Âge, qu'on retrouve bien sûr au Moyen-Âge, mais qu'on retrouve de nouveau à des époques contemporaines, toujours en Turquie. En Turquie, on voit l'utilisation de techniques exactement identiques, avec des fondations maçonnées, et puis la constitution donc, de cloisons à pans de bois, avec des gros poteaux qui soutiennent l'édifice, ici à 2 étages et 3 niveaux, au lieu du bâtiment de Vienne qui est à 2 niveaux et 1 étage, mais qui en tout cas fonctionne exactement de la même manière, ourdé de briques crues. Alors pour terminer, j'avais prévu d'analyser un petit peu les métiers lyonnais à partir des inscriptions, mais le temps tourne un petit peu.
j'arrive déjà à la fin de la conférence, donc je vais passer assez vite sur ce point. Les inscriptions funéraires lyonnaises livrent pas mal d'indications sur les artisans de la construction. On a une vingtaine d'inscriptions qui est sur tout le corpus lyonnais qui mentionnent différents artisans liés à la construction. Ces inscriptions sont toutes datées du IIe et du début du IIIe siècle, donc on a finalement une vision assez restreinte de ces artisans, mais on a quand même quelques noms qui sont mentionnés. Comme on s'en doutait, on sait qu'on a des Fabri Tignari, en tout cas la mention de Fabrum Tignarius. Ce terme désigne directement les ouvriers de la construction eux-mêmes, les maçons et les charpentiers. Il englobe les deux corps de métier. On a également, en tout cas, ces artisans, eux, sont les plus importants. Ils sont rassemblés dans une corporation dont on reparlera un petit peu après, dans un collège. On retrouve également des tectors. Alors les tectors, eux, ce sont les personnages qui réalisent les enduits, les plaquages et les peintures à l'intérieur des édifices. Ils sont également organisés dans un collège qui est différent de celui des Fabrum Tignarius, comme le montrent certaines inscriptions. Et on retrouve trois autres mentions d'artisans qui sont liés à la construction, notamment des artisans qui sont mentionnés comme forgerons, mais qui sont intégrés à l'intérieur du collège des artisans de la construction, des Fabri Tignari, ce qui laisse supposer qu'on est ici non pas sur des forgerons destinés à fabriquer des objets usuels, mais plutôt sur des forgerons liés à la construction, pourquoi pas avec la fabrication de serrures, de ferrures pour la construction, de clous, etc. etc. Exactement la même chose avec des artisans mentionnés à Lyon, Apriclius Priscianus, qui est intégré au sein du collège des artisans de la construction, mais qui se revendique comme céramiste. Et ici, on n'est sans doute pas sur un personnage qui fabrique des poteries, mais peut-être plutôt sur un propriétaire d'atelier de matériaux de construction qu'il diffuse et vend à Lyon, et qui a été donc intégré à l'intérieur du collège des Fabri Tignari par sa participation justement au chantier de construction. Enfin, le cas un peu épineux des Dendrophores qui sont mentionnés à Lyon. Les Dendrophores sont considérés parfois comme des bûcherons et marchands de bois, parfois uniquement comme une corporation liée au culte de Cybèle. Il semble, à mon sens, qu'à Lyon, ces Dendrophores aient le double rôle. D'un côté, marchand de bois, bûcheron, et de l'autre côté, un rôle beaucoup plus public, comme le stipulent certaines mentions, et surtout le fait que la plupart des Dendrophores soient, à la fin de leur charge, Sévir Augusto. Au niveau du statut et de l'origine de ces artisans de la construction lyonnais, l'analyse de ces stèles apporte pas mal d'informations intéressantes. On est sur des artisans qui sont essentiellement d'origine gauloise, d'après leur gentilice. Pour l'essentiel, ce sont des affranchis qui ont généralement réussi dans le domaine de la construction ou dans un autre et qui se sont ensuite diversifiés dans pas mal d'activités. Généralement, les personnages qui sont capables de se payer une sépulture en pierre ont suffisamment de moyens financiers. Et donc on est sur les gens qu'on connaît, essentiellement sur des personnes qui sont sans doute plutôt des gens qui ont géré des entreprises d'artisanat de la construction, de maçons, de charpentiers, plutôt que sur les artisans eux-mêmes, malheureusement. Un certain nombre de ces artisans sont dits allogènes, c'est-à-dire qu'ils proviennent de villes, ils ne sont pas lyonnais, mais ils sont venus s'installer à Lyon pour leur activité. Et on a notamment la présence d'un stuccateur, donc c'est-à-dire d'un plâtrier peintre, si vous voulez, qui s'appelle Pompeius Catussa, et qui exerce son métier à Lyon, alors qu'il est originaire de la cité des Séquanes. Donc on a un Byzantin qui avait venu au IIe siècle s'installer à Lyon pour justement exercer son métier de stuccateur. Donc c'est assez intéressant, ces inscriptions, elles nous permettent de retracer le parcours d'artisans, de voir d'où ils proviennent, quelles sont leurs origines et quelle est cette corporation au niveau sociologique au sein de la colonie. Après, l'essentiel des inscriptions, elles mentionnent plutôt des parcours comme ceux que vous avez ici à l'écran, de personnages qui ont extrêmement bien réussi. Ici, vous avez deux stèles successives, du père puis du fils. Le père, ici, en fait, à partir de ces deux stèles, on peut suivre finalement une vraie saga familiale, avec le père qui a commencé comme artisan de la construction, qui a sans doute réussi de manière extrêmement importante dans ce domaine,
qui ensuite a diversifié son activité en devenant batelier sur le Rhône, peut-être pour justement gérer l'approvisionnement en matériaux de construction, et qui a reçu donc tous les honneurs et toutes les charges en tant que batelier sur le Rhône. Et puis il a ensuite terminé sa carrière dans le prestigieux collège des Sévères Augusto. Son fils, lui, reprend le flambeau, mais il change finalement d'activité. Il reste batelier sur le Rhône et sur la Saône. Peut-être qu'il conserve justement cette activité de transport de matériaux de construction. Il se concentre plutôt sur des activités de négociant en sauce de poisson. En revanche, il est toujours associé à la corporation des Fabri Tignari, des artisans de la construction, non pas comme artisan lui-même, mais comme membre de la corporation. Il a donc dû avoir des honneurs dans cette corporation, peut-être en lien avec le transport de matériaux jusqu'à l'intérieur de la ville. Lui-même finit comme Sévère Augusto. Et donc, on est ici plutôt sur des carrières assez exceptionnelles de familles d'artisans qui ont donc finalement d'entrepreneurs plutôt que d'artisans même, qui ont lancé une première entreprise qui a réussi, puis qui ensuite ont diversifié leur activité. Et je terminerai donc sur ces éléments-là. J'ai fini un petit peu vite, désolé, j'ai été peut-être un petit peu long. En tout cas, voilà, cette présentation avait pour objectif de vous montrer la complexité, la diversité de l'artisanat de la construction à Lyon, son évolution, le savoir-faire des artisans, leur organisation. Et j'espère que tout ça vous aura intéressé. Merci de m'avoir écouté. Merci Benjamin pour cette présentation très riche. On a peut-être le temps pour quelques questions. Donc vous pouvez poser vos questions par écrit. Et puis je pourrais retransmettre vos questions à Benjamin Clément. Et en attendant, je vais peut-être lui poser déjà une ou deux questions pour lancer la séance. Oui, ce que j'avais envie de lui demander déjà, c'est par rapport aux bâtiments à pans de bois qu'on a vus, comme ceux de Sainte-Colombe. Bon, alors ceux-là ont été détruits brutalement par incendie, mais sinon, à partir d'exemples ethnographiques comme ceux qu'on a en Turquie, quelle est grosso modo la durée de vie de ces bâtiments, s'ils sont entretenus correctement, ce qui n'était pas tout à fait le cas de ceux que tu nous as montrés en Turquie. Hein. C'était quand même pas dans une splendeur. C'est une bonne question. Je pense que de manière générale, les architectures en terre, si elles sont entretenues, c'est-à-dire si les enduits sont repris régulièrement, et si elles sont hors d'eau, elles peuvent résister extrêmement longtemps, plusieurs dizaines d'années, voire même plus d'un siècle, je pense, sans aucun problème. On a l'exemple notamment pour des constructions à pans de bois médiévales, c'est là où on a les meilleurs exemples de ces constructions à pans de bois qui perdurent une fois entretenues vraiment sans aucun problème, puisque pour ces constructions, c'est le bois qui finalement soutient l'édifice, et l'ourdage de briques crues sert uniquement à séparer les espaces et finalement ne sont pas du tout porteurs. À l'inverse des constructions en opus latericium, où là on est vraiment sur des maçonneries uniquement en briques crues, et je pense qu'on a aussi des capacités de résistance extrêmement longues. On le sait pour le pisé par exemple, qui peut résister plusieurs siècles s'il est entretenu. À mon avis, c'est des techniques de construction qui sont extrêmement efficaces à mettre en œuvre, assez faciles finalement à monter, avec des matériaux qui sont peut-être plus accessibles en Gaule qu'en Italie, puisqu'on a peut-être une ressource forestière un petit peu plus importante, et puis qui sont économiques, résistants, on peut monter vite en hauteur. C'est finalement en fait une technique extrêmement efficace pour construire rapidement des logements dans les villes au moment où on a des explosions démographiques très fortes, notamment à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis une question qui est un petit peu différente, mais bon, tu nous as montré que en fait on avait des modèles d'architecture domestique alors qui évoluaient au cours du temps, mais finalement comment est-ce qu'on différencie des habitations de fort statut et des habitations plus modestes? C'est pas par l'architecture des murs eux-mêmes, c'est plus par l'appareil décoratif, tout ce qui est apparat. Parce
parce que finalement, d'après ce que tu nous indiques, on a l'impression que l'ossature même de ce qui fait la structure du mur, il n'y a pas de... Voilà, c'est assez standard, quoi. Il n'y a pas de variation entre les habitations en fonction de leur niveau, du niveau des habitants. C'est exactement ça. On s'en rend surtout compte en fait pour les premières maisons coloniales lyonnaises qui sont édifiées avec des architectures à poteaux plantés, avec des murs en briques crues qui, en tout cas, si on avait que les négatifs au sol, on pourrait tout à fait s'imaginer sur des architectures plus anciennes ou d'inspiration celtique. Et on se rend compte que sur ces murs en torchis ou en briques crues, on va apposer des enduits peints d'excellente qualité, de deuxième style pompéien, avec des pigments qui sont extrêmement chers, du cinabre notamment, qu'on retrouve dans les grandes domus italiennes ou dans les grandes domus du sud de la Gaule. Et finalement, ce qui définit une maison luxueuse, ça va être, comme tu le disais, sa décoration, et ça va être aussi, surtout à partir de la fin du 1er siècle et du 2e siècle, la superficie qu'elle est capable d'occuper en ville, à l'intérieur de la ville ou dans les marges urbaines, alors qu'on a une pression foncière extrêmement forte, et que la possession du terrain, finalement, est ce qui montre la richesse. C'est le décor, l'organisation et les dimensions. Et dans ces maisons très riches, on va utiliser exactement les mêmes techniques de construction, pas tout à fait exactement les mêmes techniques de construction, mais en tout cas des techniques de construction en terre et bois, assez proches de celles qu'on va retrouver, par exemple, dans les immeubles de rapport qui vont fleurir dans les centres urbains à cette époque. Merci. Il y a un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce qui concerne les négociants, et on comprend bien avec ce que tu nous as montré quelle pouvait être en particulier l'importance des nautes, hein, de ces corporations de batellerie qui s'occupaient d'approvisionner la ville en matériaux. La question qu'on peut se poser finalement quand on voit que on a des approvisionnements qui sont d'abord proches de la ville et puis qu'ensuite il semble qu'on ait des approvisionnements un peu plus lointains, avec une diversification, hein, des provenances. Qu'est-ce qui peut être la part du tarissement des ressources proches? C'est-à-dire, est-ce que finalement on ne va pas chercher plus loin simplement parce que à proximité, on a épuisé un petit peu les ressources? Je pense que c'est un double système, et bien sûr, il y a cet aspect sans doute de tarissement des ressources. Il y a aussi, à mon sens, le fait que, notamment pour Lyon et Vienne, qui sont des très grandes villes, elles se développent, elles occupent une superficie de plus en plus importante. Donc finalement, ces ressources qui étaient accessibles quasiment directement sur le chantier de construction, elles sont recouvertes, et on est donc obligé d'aller chercher un petit peu plus loin. Et j'ai aussi l'impression, mais ça resterait encore à prouver définitivement, qu'on a vraiment, à partir d'un certain moment, une sorte de réorganisation un petit peu du marché de la construction, surtout à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. On a une sorte de rupture entre les premiers temps de la colonie, le 1er siècle d'existence, entre le milieu du 1er avant et le milieu du 1er après, où on a sans doute des Italiens qui sont installés dans la ville et qui construisent avec des techniques de construction qui sont parfaitement identiques à ce qu'on retrouve dans le nord de l'Italie ou dans le sud de la Gaule, avec cette recherche de qualité. Et puis, à partir du milieu du 1er siècle, on a une vraie modification des techniques de construction, on ne recherche plus la même chose, et aussi on est dans une phase où on le sait par les textes et par les quelques inscriptions funéraires de cette époque-là, où on a aussi une diversification sans doute de la population urbaine, avec des gens, une quantité en tout cas d'halogènes beaucoup plus importante, et on est peut-être aussi sur finalement une espèce d'évolution ou de révolution du marché de la construction qui se fait dans la deuxième moitié du 1er siècle, et qui fait que les grands domaines qui se développent autour de la colonie commencent aussi à produire beaucoup plus. Et on a peut-être aussi de plus en plus, en tout cas, de propriétaires de grands domaines qui voient dans la production de terre cuite ou dans l'extraction de sable ou de pierre une manière d'accéder à des ressources extrêmement importantes. On a peut-être aussi une évolution du rapport entre ces corporations d'artisans et les édiles de la ville. Les édiles sans doute qui possèdent justement des grands domaines à la campagne et qui voient peut-être dans cette évolution des techniques de construction une manière de gagner plus d'argent et de diffuser, en tout cas de vendre une partie de leur production sur le marché lyonnais. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en tout cas qui expliquent cette évolution
et pas uniquement le fait que les ressources se tarissent. À mon avis, c'est tous ces facteurs ensemble qui font que le marché évolue assez rapidement à Lyon. Et puis peut-être une toute dernière question. D'après ce que tu nous as dit, il semble que dans ces corporations d'artisans de la construction, la main-d'œuvre servile est apparemment absente ou très peu présente. Est-ce que c'est j'imagine qu'on a des difficultés à l'évaluer, mais est-ce que c'est la même chose qu'en Italie, à Rome, ou est-ce qu'il y a une différence de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut... Alors, c'est toujours difficile d'arriver à connaître la vie des pauvres, en tout cas des gens des classes les plus inférieures de la société romaine, puisqu'on a très peu de textes sur eux. Pour l'Italie, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas pour Rome, de manière générale, pour les chantiers publics, ceux où on a vraiment des informations, on essaye de favoriser une main-d'œuvre libre plutôt que servile, ce qui permet d'offrir beaucoup de travail à la population romaine. Pour Lyon, d'après les inscriptions, on est essentiellement sur des affranchis d'origine gauloise pour la plupart, alors que la ville de Lyon est très cosmopolite, surtout au IIe siècle, donc à ce moment-là. Donc c'est quand même assez intéressant aussi, ça crée quand même une distinction avec la communauté de marchands qui est présente dans la ville. Et sans doute, finalement, la construction est plutôt destinée, en tout cas pour être organisée de la manière suivante, et on a une stèle qui pourrait nous indiquer justement comment c'est organisé, la stèle de ce fameux forgeron lié aux artisans de la construction que j'ai remis à l'écran, qui nous indique en fait que le chef d'une famille, qui s'appelle Valerius Maximus, a adopté un esclave qu'il a affranchi, qui s'appelle Virius Vitalus, et il l'explique très clairement, qu'il l'a éduqué dans son art, et qu'ensuite il lui a transmis son entreprise, si on veut, en tout cas voilà, son officine de forgeron. Et par cette stèle, c'est un document assez rare en fait, qui pourrait nous indiquer comment sont recrutés et formés les artisans de la construction à l'époque. On pourrait imaginer que dans les officines, on a un responsable, peut-être un affranchi qui travaille pour un citoyen de la colonie, pourquoi pas, qui gère cette officine, qui a des esclaves sous son aile, qui forment du coup les esclaves à ce travail, et qu'à partir d'un moment, les esclaves sont affranchis, ou affranchis et adoptés, ou uniquement affranchis pour pouvoir ensuite réaliser eux-mêmes leur propre, en tout cas travailler de manière indépendante et autonome. On est quand même, je dirais qu'on a quand même un travail servile qui est assez sans doute, en tout cas pour la gestion, on serait plutôt sur des affranchis. En tout cas donc pour les postes un peu supérieurs, les rédempteurs ou les contremaîtres. Pour ensuite le travail en lui-même de construction, on n'a aucun texte qui nous permette de réfléchir sur ça, et donc on serait peut-être sur des esclaves ou également des affranchis, mais qui n'auraient pas réussi à évoluer au sein de l'entreprise. C'est assez difficile de répondre à cette question, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. J'ai été un peu confus. Si, non, c'était... Alors, je vois qu'il y a une question qui vient de s'afficher, donc je te la retransmets, donc de Séverine, qui nous demande, comme on observe que les moellons, il y a une standardisation qui devient plus poussée, et donc elle se demande si derrière cette standardisation, est-ce que c'est simplement une optimisation de la fabrication, ou est-ce qu'il n'y a pas une question de goût et de mode aussi qui rentre en ligne de compte? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on est uniquement sur une logique de standardisation, et donc d'essayer finalement de faciliter le travail sur le chantier, donc de gagner du temps et de gagner du coût, pour la simple et bonne raison que la plupart, en tout cas systématiquement, ces maçonneries, elles étaient recouvertes. Donc on voyait jamais finalement le cœur même de la maçonnerie, et on était incapable de savoir si on avait des moellons bien jolis, bien équarris et bien agencés, ou au contraire si on utilisait des moellons un peu informes et pas très bien agencés. Donc le fait que les murs soient tout le temps enduits
font qu'on n'a pas forcément une recherche esthétique avec, en tout cas pour les bâtiments domestiques, on n'est pas dans le cas d'un rempart ou d'un autre type d'édifice, hein, je parle bien ici pour le cadre domestique. On serait plutôt dans une recherche de rentabilité que d'ostentation voilà, ou de décoration. Alors il y a quand même un cas particulier à Lyon où une domus extrêmement luxueuse, installée juste en face du théâtre, dans lequel a été retrouvée une inscription qui ferait penser qu'on est peut-être sur la maison, en tout cas d'un personnage extrêmement important de la ville. On a le choix pour une des phases de construction de moellons, mais alors vraiment parfaitement équarris. On est vraiment sur ce qu'on appelle par défaut de l'opus vitatum, alors que les murs étaient recouverts. Et ici, peut-être, dans certains cas, pour des propriétaires extrêmement riches, on a peut-être la volonté d'utiliser des matériaux d'encore meilleure qualité. Mais en fait, finalement, c'est un investissement sur la qualité du bâtiment, mais pas forcément sur sa décoration et sur son ostentation. Oui, je pensais finalement, même pour des grands bâtiments publics, je pense au temple de Janus, où on voit des murs nus maintenant avec un très bel appareil en petits moellons, etc. Mais en fait, tout ça n'était pas visible, c'était caché, on le sait, hein, avec des enduits, et même sur les enduits, parfois un faux appareil fait au fer. Enfin, c'est assez étonnant, hein, effectivement. On vient cacher systématiquement, on est vraiment dans une logique de construction technique plutôt que dans une logique de décoration. Et du coup, on est donc dans une logique de rationalité. Hein. Sur l'image finale, hein, l'utilisation de la brique à Rome, il n'est pas par un choix de goût, par un choix en tout cas de facilité de production. En tout cas, si c'est un choix de facilité de production, mais en tout cas, il se fait surtout pour un choix de rationalisation. Où monter un mur en brique, une fois qu'on a compris la technique, c'est extrêmement facile, et donc on peut utiliser une main-d'œuvre de moins en moins qualifiée, donc de moins en moins chère, qui peut travailler de plus en plus vite. Et ça permet donc d'aller extrêmement vite sur les projets de construction, que ce soit les édifices publics, comme les thermes de Caracalla par exemple, qui se développent sur plus de 10 hectares et qui ont été construits en 10 ans, mais surtout aussi, à mon sens, sur les projets plutôt de logement, où à certains moments on a des crises de logement très fortes dans ces grandes cités. Il faut construire vite, ça rappelle un peu les problématiques de la France des années 60-70, et donc on développe de nouvelles méthodes plus rapides, plus rationnelles, plus efficaces pour construire vite, à bas coût. Et c'est, à mon sens, un petit peu ce qui apparaît dans la colonie de Lyon à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Bien, écoute, merci beaucoup Benjamin. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis merci encore Benjamin pour cette très belle conférence. Merci à vous.